bonjour à toi cher spectateur, ou rebonjour si tu es dans la continuité de cette semaine de top et de flop. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, j'avais l'habitude d'avoir un invité, Arthur, qui présentait un petit peu les grands thèmes musicaux de l'année cinéma et qui se chargeait d'en faire une petite analyse. Ça fait quelques années qu'il n'est plus là, et pour autant, j'avais quand même envie de relancer ça. Donc, pendant toute cette année 2022, j'ai eu une petite routine qui peut sembler très bizarre pour ceux qui ne sont pas du tout adeptes de cinéma. Dès qu'il y avait un thème musical qui me revenait en tête à la sortie d'une salle, je le mettais dans une playlist que je gardais de côté. Et en gros, c'est un immense best-of de l'année 2022 qui fait quasiment 2 heures en plus, si je me plante pas, où il y a littéralement tous les thèmes musicaux importants selon moi de cette année cinéma. Et bah, j'ai pensé à Guillaume, qui est là. Comment vas-tu, Guillaume? Bah ça va être. Bah bien. Et je me suis dit, bah tiens, et si je laissais Guillaume vous offrir un top 5 des thèmes musicaux de l'année? Alors, c'est important de le préciser, Guillaume n'a pas vu tous les films qui sont dans ce top 5. Ouais. C'est bon de le préciser. Donc il va avoir une analyse quand même vraiment musicale. Ça va être vraiment orienté sur pourquoi ce thème-là, il est marquant. Donc il n'a pas le contexte du film. Je sais que ça peut jouer, des fois. Mais j'avais aussi envie qu'il se prête à cet exercice pour vraiment vous ressortir quelque chose de purement zikos, quoi. Le point de vue d'un artiste sur ce qu'un compositeur de bande originale peut proposer. Donc, je sais qu'il y en a un, tu l'as vu dans ton top 5, Et mais en même plusieurs temps, fois. celui-là, voilà, c'est pas si étonnant que ça. Je pense que les quelques personnes qui suivent la chaîne savent très bien de quoi on veut parler. Mais le reste, ses choix m'ont beaucoup surpris. Donc je vais pas perdre plus de temps, je vais m'éclipser, je vais disparaître là d'un seul coup grâce à une petite coupe de montage et je vais laisser Guillaume vous présenter son top 5 des thèmes musicaux de l'année 2022. Alors du coup, je vais commencer donc par le cinquième morceau que j'ai mis en position. Donc, alors c'est The Duke. Pourtant, c'est du jazz, c'est mon mouvement musical préféré, mais je vais expliquer pourquoi au fil du temps. En fait, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord expliquer le morceau partie par partie, les bases, le tempo, la tonalité, le mouvement musical. Donc pour The Duke, c'est simple, c'est du jazz, ça plaît à tout le monde basiquement. On a un tempo assez rapide. Alors le morceau en soi, il est représentatif du jazz. C'est-à-dire on commence avec une introduction basse batterie, alors break de batterie d'abord et une basse qui va faire ce qu'on appelle un walking bass, donc toum, 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 toum. C'est comme une espèce de petite course, jouée à la basse. En l'occurrence c'est de la contrebasse si je dis pas de bêtises. On a une mesure, alors mesure binaire, c'est du 4 temps, donc on compte en 4, pardon, 1, 2, 3, 4. Mais dans le jazz on a souvent du ternaire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là c'est du binaire, c'est du swing doublé. On peut le retrouver dans Whiplash, pour ceux qui l'ont vu, ils savent très bien de quoi je parle. On a un morceau qui est en Ré dièse mineur, donc voilà, tonalité assez basique qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux de jazz d'ailleurs. Alors, je l'ai mis en top 5. Pourquoi il m'a un peu posé problème, pour la simple bonne raison, je sens qu'il a été plagié un petit peu. Est-ce que c'est du plagiat? J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé. Pour moi, c'est du plagiat. Après, peut-être pas, c'est peut-être un coup de bol, un coup du hasard, j'en ai aucune idée. L'introduction, si vous voulez, vous tapez Herman's Habit de La La Land sur YouTube et vous écoutez juste l'introduction, c'est la même. Mais vraiment la même. Les notes de basse, il y en a peut-être deux qui sont pas les mêmes, mais c'est approximatif. Le seul truc qui est différent, c'est le tempo. Le morceau de Duke est un petit peu plus lent. Mais sinon, c'est le même. Bon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait du plagiat. Ou ça se trouve, c'est peut-être une référence. Ça peut être une référence, un petit clin d'œil. Bon, pourquoi pas. En tout cas, l'intro marche du tonnerre, ça, y a aucun souci. Donc voilà, on a l'intro basse batterie. On a toute une section cuivre qui vient se rejoindre. Donc généralement dans le jazz, on peut appeler ce qu'on appelle des big bands. Donc on a une section cuivre, saxophone, trompette, trombone. Donc vraiment tout ce qui est cuivré. J'ai dit cuivre, saxophone, c'est plus la famille des bois. Bon, voilà, personne ne m'en voudra. On a ensuite du coup un piano qui vient se rejoindre, assez habituel. Le piano va venir aider en soi la basse, donc à faire des nappes, à poser un tempo. Donc
Batterie, basse, piano, c'est vraiment ce qu'on appelle les fondations dans la musique. C'est ce qui permet de donner le tempo. Donc si le batteur n'est pas calé avec le bassiste, c'est fini, fin de chantier, c'est un morceau complètement hors tempo. Bon, bref. Alors tout simplement, ce morceau, ce morceau assez jazz, il va y avoir des questions-réponses pendant toute la musique. C'est-à-dire qu'on a des solos d'un peu partout. On a un solo qui commence par une trompette. Alors la trompette d'ailleurs qui est utilisée en sourdine, c'est assez fréquent dans le jazz. Là, c'est tout simplement une espèce comment je peux dire ça, un objet qu'on va mettre devant la trompette pour assourdir le son, et ce qui donne un son super beau. On peut le retrouver dans The Mask par exemple, voilà, dans Sancho de Cuba. Donc voilà, ce que je disais, c'est questions-réponses. On a des solos donc, de trompette, on a des solos alors, assez original de xylophone. C'est assez bien trouvé, je trouve. Le xylophone dans la musique, c'est un peu utilisé pour représenter la nuit, parfois les bois. Alors ce qui est important, surtout que je n'ai pas précisé, dans la musique de film, à mon sens, une musique de film réussie, c'est une musique imagée. C'est-à-dire que si on n'a pas vu le film, juste en écoutant la musique, on peut comprendre un peu le thème du film. Là, on est voilà, dans une musique jazz. Pour moi, quand j'écoute ce morceau, les cuivres, les solos, je pense à New York, je pense à la Nouvelle-Orléans, les fanfares. Donc je trouve que je l'ai mis en top 5 justement à cause de ce plagiat, j'appelle ça un plagiat, à cause de ça, mais pour moi, elle est très bien représentative du film, même si je ne l'ai pas vu, pardon. Mais enfin, voilà, j'ai quand même regardé des extraits, je me suis intéressé au résumé et tout ça, j'ai fait mes recherches. Mais voilà, pour moi, la musique est imagée. On imagine vraiment Manhattan, Broadway, à mon sens en tout cas. Donc dans ce morceau, on a des thèmes, c'est super important ça dans une musique de film d'avoir un thème qui revient souvent, ce qu'on appelle un lead, donc ça peut être une mélodie, ça peut être des accords qui reviennent souvent, enfin, voilà, vraiment quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans la première partie, puis qu'on retrouve à la fin pour introduire le morceau et le conclure. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est ce qu'il y a de plus important dans une musique de film, la musique à l'image et le thème qu'on retrouve. Donc le morceau, basiquement, c'est des... Alors les nuances, ça veut dire... on va parler de volume, les nuances mezzo forte, mezzo piano, pianissimo. Là, on est dans du jazz, on est dans du big band, c'est du forte pratiquement pendant tout le morceau. On essaye de passer en mezzo forte pour tout ce qui est solo, pour laisser la place justement à l'instrument lead. Et puis on a cette dernière partie qui marche du tonnerre, je trouve, où on joue tous les instruments jouent en même temps. Ils font carrément un autre thème qui est plus joué de façon mineure. Alors là, je vais rentrer dans le cliché. Le majeur, c'est la joie, c'est le jovial. Le mineur, c'est le son, c'est la tristesse, pas toujours. Parce que là, on est clairement dans je l'ai dit, du ré dièse mineur, alors pourtant le morceau est assez dansant et joyeux. Donc bon. Mais ouais, cette dernière partie, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la batterie qui joue donc sur ce qu'on appelle un tambasse. C'est un gros tambour qui va un peu être, qui peut faire penser à une espèce de timbale qu'on retrouve dans les orchestres symphoniques. Et ce tambasse va jouer la même partie que Sing 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 de Benny Goodman. Et d'ailleurs, les cuivres vont jouer un thème qui est presque semblant à cette musique. Est-ce que c'est encore une référence? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est super bien trouvé pour conclure ce morceau. On a tous les instruments qui jouent ensemble et qui terminent ensemble, c'est net, c'est propre. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que le compositeur d'ailleurs, dont je n'ai pas dit le nom, George Fenton, a voulu absolument enregistrer un groupe dans un studio. Ça a été travaillé, le son est vraiment top pour le coup. Comme Whiplash, hein, on est allé chercher des vrais musiciens. C'est pas du virtuel, c'est pas du logiciel, donc là c'est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui dans les musiques de films, on a plus tendance à avoir des compositions avec des instruments analogiques, ce qu'on appelle, donc on va passer par les ordinateurs, on va passer par des synthés. On a beaucoup moins de musique acoustique, donc voilà, tout dépend du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on a des vrais musiciens et ça se sent, quoi. On a un tempo qui est droit, et ça c'est important dans le jazz quand même, mais on sent que c'est
humanisé, si on peut le dire. C'est des humains qui jouent, ça c'est super important dans le jazz. Le jazz, c'est vraiment, faut faire vivre le morceau. Donc pour le coup, c'est vraiment bien de sa part. Bravo George Fenton, je te félicite. Donc voilà, top 5, c'est en 5ème position. Il n'y aurait pas eu ce plagiat, enfin, pardon, référence plagiat. J'aurais peut-être mis en 3ème, 2ème, mais voilà, pour moi, ce morceau, dès que je l'ai entendu, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça. Une musique de film, Hans Zimmer par exemple, tu te dis pas, ça me fait penser à lui, ça me fait penser à lui, c'est sa composition. Donc voilà, mais ça reste quand même un très bon morceau et une bonne découverte. Pour le 4ème morceau que j'ai mis dans la 4ème position, Ouistreham, composé donc par Mathieu Lambelet. Alors, c'est un très beau morceau qui donne les frissons à mon ami Valentin, qui n'est pas à côté de moi. Il m'a donné un peu les frissons aussi, j'avoue. Pareil, pour moi, c'est une musique qui est imagée. Je vais en parler plus tard. Déjà, je vais parler des bases de ce morceau. Donc, on a un tempo assez rapide finalement. Je vais expliquer pourquoi juste après. On a un rythme, alors c'est particulier, on a un rythme, donc mesure binaire, 4-4, toujours 1, 2, 3, 4. Mais on a un instrument qui fait ce qu'on appelle c'est un mode de jeu, un arpeggiator. Donc c'est un peu comme des doubles croches. Sauf que là, elles sont jouées en ternaire. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur une mesure binaire. Il faut compter, c'est compliqué. Bon, c'est assez bien trouvé d'ailleurs, je trouve, parce que du coup, je l'ai mis en 4ème position parce qu'il m'a embêté aussi pour ce qui est du comptage. C'est-à-dire, j'ai mis play, j'ai écouté, et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est alors? J'ai essayé de compter, 2, 3, 4, non ça marche pas, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas, non. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, non, bah non. Donc j'ai eu beaucoup de mal, en fait, pour trouver la mesure, oui, la mesure rythmique, il faut aller plus loin dans le morceau dès que les percussions vont arriver. Les percussions vont servir à accentuer ce qu'on appelle les temps forts, donc les 1 et les 3. 1, 2, 3, 4, 1. À partir de... Enfin, ça fait du bien en fait. T'as 2 minutes où t'es complètement perdu, mais c'est aussi le but d'un arpeggiator, c'est que ça joue plein de notes à la fois. T'as la possibilité de répéter des notes ou sur le logiciel sur lequel je compose, tu peux par exemple donc faire jouer plusieurs notes, mais c'est les mêmes, ou tu peux faire jouer des notes qui vont être complètement mises au hasard. Moi, c'est ce que je préfère, comme ça, on va dire que ça change, c'est pas tout le temps la même chose. Donc moi, ce que j'apprécie le plus dans ce morceau, c'est l'arpeggiator, qu'on va retrouver pratiquement dans tout le morceau. Et ce qui est super intéressant, c'est l'orchestre symphonique qui va venir se greffer dessus. On va avoir des violons. Donc le violon va jouer le thème principal, ce qu'on appelle le lead. Un violon d'ailleurs qui est joué d'une manière assez particulière. Je ne saurais pas dire le mode de jeu, parce que je ne suis pas violoniste. Mais on a un espèce de son qui est assez chaud, qui est feutré. Est-ce que c'est l'archet qui est spécial, qui fait ce son-là? Est-ce que c'est le violon en soi qui a un bois particulier? Je ne saurais pas vous dire. Mais ça donne un son assez spécial qui est limite électronisé. Alors ça se trouve, c'est pareil, on a joué un violon qu'on a enregistré, on a rajouté les mêmes notes sur un logiciel avec un espèce de synthé, peut-être. En tout cas, c'est assez original, moi je trouve, comme idée. Donc voilà, l'arpeggiator, comme je disais, les percussions vont accentuer les temps forts, ce qui va nous permettre de se retrouver au niveau du temps, de ne pas être perdu. Et ce qui est plutôt bien trouvé, c'est que chaque instrument va entrer, comment dire, on a l'arpeggiator, le violon, on a l'orchestre qui arrive, donc violoncelle, de la basse, un peu de piano, et ils vont arriver un à la fois, pas tous en même temps, sinon il y a trop d'infos et on comprend plus rien en fait. Il faut que la musique soit super aérée, surtout pendant le film. Si tu as une scène de film et que d'un coup on te balance une musique avec 10 000 instruments à la fois, tu sais plus si tu dois regarder l'image ou écouter la musique. En tout cas, dans mon sens, pour moi la musique est importante. Donc, et souvent, quand il y a des musiques avec trop d'infos, tu te perds au fur et à mesure et tu sais limite plus quoi regarder parce que il peut y avoir une scène assez calme et une musique derrière qui est calme mais qui est
hyper chargé d'instruments. Et là tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Il faut respirer, quoi. Il faut respecter l'image, c'est super important. Là, justement, c'est bien trouvé. Chaque instrument arrive un à la fois. Et c'est très important aussi dans la musique. On a un travail à faire dans le mixage et le mastering. C'est facile d'aller dans les années 80, de voir les films des années 80. On sent que voilà, la musique n'a pas la même qualité sonore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a on peut mettre des millions d'euros. J'abuse un peu, mais ça peut. Je connais des films où on a mis des sacrés budgets pour la musique, parce que c'est quand même super important. Et là, on a justement une qualité sonore aujourd'hui. Donc on peut, quand on va voir un film au cinéma avec des enceintes à gauche, à droite, on va pouvoir mettre d'un côté l'orchestre symphonique et d'un côté tout ce qui est percussion, les voix aussi. Il y a beaucoup de voix aussi dans les musiques. En l'occurrence, il n'y en a pas trop dans ce que je vais parler. Mais voilà, on peut mettre chaque instrument à droite, à gauche. Si on met tout, donc ça s'appelle du stéréo. On a du droite, du gauche. Si on met tout en mono, on a tout pareil à gauche et à droite. C'est ce qui a été fait avant parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas encore la stéréo. Aujourd'hui, voilà, on a la stéréo, on peut épurer, on peut avoir plusieurs infos à droite à gauche, mais on comprend ce qui se passe, c'est pas trop chargé. Et c'est le cas donc dans ce morceau. Alors, pareil, je n'ai pas vu le film, pardon, je suis désolé. Mais pour autant, quand je l'ai écouté, j'ai su. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite compris que c'était un film français, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? La musique sonne français. Je n'ai pas d'idée. Peut-être le thème, peut-être le violon. Bon, moi j'ai pensé à... C'est une musique qui représente la campagne pour moi, alors on va savoir. Peut-être parce que les arpégiateurs peuvent faire penser à des chants d'oiseaux. On a des nappes jouées sur les violons. Ça peut faire penser au vent. Donc pareil, assez imagé. Pour moi ça marche. C'est une musique qui fonctionne, c'est très bien représenté, ça représente le film, même voilà si je l'ai pas vu. Bon bah le côté français, voilà, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, et puis bah j'ai vu qu'après c'était un film français, donc bah bravo, ça marche très bien. Donc voilà le mode, donc le violon qu'on va retrouver plusieurs fois, le thème qui va être d'ailleurs assez progressif. Le thème évolue au fur et à mesure, mais il garde le principal, il garde les notes principales, donc voilà, c'est pas un thème qui est rejoué plusieurs fois comme ça parce qu'on n'avait pas d'idée, non là c'est bien, il évolue. J'ai pas parlé de la tonalité, c'est en sol mineur. Oui, voilà. Sol mineur, ça marche. C'est ce qu'il fallait pour moi, à mon sens. Parce que si on aurait fait du sol majeur, bah, ça aurait perdu le côté sentimental, intimiste. On serait rentré peut-être dans une musique un peu plus... pas joyeuse, parce que voilà, c'est encore du cliché, mais une musique où on se dit, bah, on passe un bon temps, c'est calme, on est à la campagne. Non, là, on sent que c'est un film sérieux, c'est une musique sérieuse, il va se passer quelque chose tout au long. Donc voilà, sol mineur, très bien. Et puis voilà, un arpégiator, d'ailleurs, donc qui jouait pratiquement pendant tout le morceau. Il me semble qu'il y a une partie au milieu. On a ce qu'on appelle un pont, donc c'est une partie. Dans une musique généralement, musique populaire, intro, couplet, pont, refrain et l'outro. La musique de film, on a la possibilité de faire autre chose, de proposer autre chose, de faire évoluer. Là, il n'y a pas de voix du tout dans ce morceau. Mais ce qui peut faire penser à la voix, c'est l'arpégiator qui est présent pratiquement pendant tout le morceau, sauf au niveau du pont. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'orchestre symphonique va jouer en crescendo, donc va jouer plus fort par rapport au début, et on va oublier limite l'arpégiator, et ça va être les violons qui vont reprendre l'arpégiator à la place, qui vont jouer donc des notes en arpégiator. Et la dernière partie, ça devient tout calme, plus de percussion, plus rien, on va juste retrouver l'arpégiator qu'on retrouvait au début, qui aura évolué, et les violons. Voilà, on a un morceau assez structuré en fin de compte. Intro, partie A, un pont, partie 2, fin. Ça marche très bien. Un morceau qui est assez long d'ailleurs. Mais voilà, ça marche très bien. On a un thème, donc voilà, top 4. Peut-être le côté français, je sais pas. On n'est pas très fort, les Français. C'est pas gentil, mais
Je n'ai pas trop retenu de compositeurs français pour les films. Il y en a, mais voilà. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en top 4. Bon, que serais-je devenu si je n'avais pas parlé de Top Gun Maverick? Forcément, c'était obligé. Alors, est-ce que je l'ai choisi parce que c'est mon film préféré? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est une musique incroyable? Je pense que oui. Bon, voilà. Top Gun Maverick, BO incroyable, encore une fois, un thème. Ah là là, je pourrais en parler des heures, mais bon, on va quand même se calmer. Alors, Top Gun Maverick, le thème principal, on a gardé la bonne structure par rapport au premier. On le retrouve dans Top Gun Maverick, c'est parfait. On a un tempo qui est assez lent, ce qui est plutôt pas mal avec Top Gun. C'est très contrasté. On a un tempo lent, mais Top Gun c'est quoi? C'est des avions de chasse. C'est de l'énergie, c'est du Maverick, c'est du Tom Cruise. Ça court pas dans tous les sens comme dans Mission Impossible, mais là ça vole à 10 000 mètres d'altitude. Pourtant, on a un tempo assez lent, c'est calme, c'est épuré. Pourquoi pas? Pour moi ça fonctionne du tonnerre. On a une mesure binaire, donc toujours du 4 temps. Là, il n'y a pas de. Je vais pas vous embrouiller avec du ternaire, c'est du 4 temps, c'est droit, c'est carré. Joué en ré majeur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un choix, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une intro avec des petites percussions. Alors, je n'ai jamais su ce qu'étaient ces percussions. Est-ce que c'est une percussion acoustique qu'on a joué avec des baguettes, qu'on a joué avec les mains? Est-ce que c'est un son qu'on a trouvé dans un logiciel? Ce qui m'étonnerait parce que dans les années 80, il n'y avait pas des Mao, enfin il me semble pas. Donc à mon avis c'est des percussions, ça peut être des bruits métalliques, ça peut être n'importe quoi, des casseroles, des verres, ce qu'on veut, et puis après on retravaille le son, on peut faire plein de choses. Donc voilà, on a des percussions, on a une grosse reverb, alors là il y a un gros travail sur le son, sur le mixage et le mastering. Pour faire très simple le mixage, on va faire en sorte de mettre le bon niveau de volume entre chaque instrument. Souvent on met la voix bien au centre, bien en haut de tout le reste, parce que voilà, c'est la voix lead, ce qu'on appelle. On va mettre la batterie assez, pas bas, parce qu'il faut que ça soit important de l'entendre, ça dépend de toute façon du morceau. Là en l'occurrence, on a des percussions dans ce morceau, elles sont mises en intro, donc on peut les pousser au maximum. Donc voilà, on a un travail de mixage, bien mettre les instruments au même niveau, enfin pas au même niveau, mais à son bon niveau. Et le mastering, ça va être autre chose, c'est souvent dans les albums, le mastering, ça va faire en sorte que quand tu écoutes le premier morceau, tu n'es pas à changer de volume à partir du deuxième morceau. Tu restes au même niveau de volume. Ça, c'est un bon mastering. Voilà, je vais pas trop m'étendre parce que c'est un métier. Hein, donc là, voilà, on a une belle reverb, des percussions. Là aussi où ça marche, je vais vous parler aussi, pour moi, c'est une musique qui est assez imagée. Donc d'abord, voilà, intro, percussion. On a ensuite, alors ce son de cloche. Alors pour moi, quand je l'entends, ça y est, c'est frisson total, c'est les larmes aux yeux, je suis fan. Est-ce que c'est des cloches qu'on est allé chercher à l'église, on a tapé dessus? Est-ce que c'est un gong? Je sais pas. En tout cas, pour moi, j'appelle ça un son de cloche. Une son très grave, pareil, une grosse réverb, là ça pète dans tous les sens, c'est génial. On a une basse qui est jouée dans les graves, mais dans les graves, ils sont allés le chercher très très bas, qui va jouer un arpégiateur d'ailleurs, mais toujours sur la même note, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai dit du ré majeur, donc ouais, je crois que c'est du ré, toum, 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 toum. Et c'est ce qui va donner aussi ce contraste, puisqu'on a un tempo lent, mais on a un rythme, ce qu'on appelle en double croche. C'est du solfège, je vais pas trop m'étendre là-dessus non plus. Mais voilà, ça, on a l'impression en fait que le tempo est rapide, alors que non, si on le compte, ouais c'est ça. C'est un tempo voilà, assez modéré, bon j'ai dit lent mais assez modéré. Et on a une basse, tan, 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 tan. Voilà, ça c'est ce qui va te donner un petit côté énergique, pourtant assez tempo modéré. On a donc un orchestre pareil, symphonique qui vient se greffer. On a du cuivre, on a du vent, du bois, des cordes. Ça marche très bien. Surtout que d'ailleurs, par rapport à la BO de Top Gun 1, là on a un réarrangement. On a vraiment insisté sur le côté orchestral. On a un morceau qui est limite j'allais dire médiéval, mais épique. Et ce qui est d'ailleurs très bien, parce que Top Gun Maverick, là on a de l'énergie pendant tout le film. Donc ça marche plutôt bien, orchestre symphonique, il est présent, il arrive assez doucement d'ailleurs, il va faire un crescendo. On a cette fameuse guitare électrique
qui vient vous secouer. Là, le son, il est dingue. Il faut l'écouter avec un casque ou il faut aller le voir au cinéma. Bon, bah, si vous ne l'avez pas fait, tant pis. Mais voilà, on a ce thème qui marche, en fait. Un, un thème, ce qu'on appelle un thème, il faut que ça vous reste dans la tête. Si une mélodie de film ou de musique populaire vous reste pas dans la tête, le, le thème, voilà, n'aura pas fonctionné comme on veut. C'est important qu'un thème reste dans la tête. Souvent, Top Gun, voilà, ça peut rester longtemps ou pas. Bon, voilà, tout dépend du spectateur. Donc voilà, guitare électrique qui va jouer un thème qui est simple. Quelques notes, c'est épuré. On a un son, alors guitare électrique, hein, pas une guitare classique. Guitare électrique, pareil, un gros mixage, enfin un gros travail sur le mixage. On a un son qui est propre. On a alors cette fameuse montée de notes. On a l'impression que ça se termine pas, ça va monter, une espèce de montée chromatique, ce qu'on appelle. Donc pareil, c'est du solfège, mais voilà, on va jouer une note, on va jouer la note d'au-dessus, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et pour moi, cette musique est imagée parce que justement, cette montée, à mon sens, me fait penser à un décollage d'avion. Bon, voilà. Je suis fan d'aviation aussi, donc je suis rentré beaucoup trop dans les détails. Et pareil, ce côté percussion en intro, bah c'est des bruits métalliques, donc avion de chasse, métal. Est-ce que c'est voulu? J'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Quand j'écoute ce morceau, si j'avais pas vu le film, j'aurais pas pu dire que ça parle d'avion, c'est assez compliqué. Mais on sait que c'est un film sérieux et c'est un film qui est aérien. Bah voilà, on est dans le mot aérien. Pourquoi? Parce qu'on a un orchestre qui joue des nappes, donc qui va jouer des notes qui vont se tenir sur la longueur. Une guitare pareil qui va pas faire du tapping comme Van Halen. On a des notes simples qui tiennent sur la longueur aussi. Donc voilà, pour moi c'est imagé, on a les percussions, métal, on a cette montée voilà, qui peut faire penser à une montée d'altitude, pourquoi pas, bon, c'est mon analyse. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce morceau? Va falloir que je m'arrête parce que sinon on va plus en terminer. Donc on a cette montée en milieu de morceau qui instaure le thème principal, là c'est épique, il y a tout le monde qui joue ensemble. On a une évolution du thème et puis on retrouve cette montée à la fin. Et ce qui est assez frustrant, c'est que cette montée, on se dit ça y est, elle est de retour, on va remettre un thème par-dessus, ça monte, et là, fin du morceau, c'est calme, il y a juste des notes qui tiennent. On a atterri, tout va bien. This is your Captain Speaking, c'était Top Gun Maverick dans mon top 3. Donc pour mon top 2, j'ai choisi Firestarter. Donc la musique a été composée par John et Cody Carpenter et Daniel Adviz. Alors, pourquoi top 2? Je vais me répéter, elle est imagée, tout simplement. J'ai pas vu le film, encore une fois. Voilà. Mais je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs que j'ai pas vu le film. Parce que justement, c'est un exercice. J'ai écouté les musiques et à part Top Gun, je me suis dit, tiens, de quoi ça peut parler? Et c'est là où je vais retrouver, est-ce que cette musique, enfin, est-ce que ce thème est adapté au film? Là, en l'occurrence, on l'a. On est dans un film fantastique. C'est une musique mi-horreur, mi-fantastique. J'ai d'abord pensé au côté horreur. Alors, donc je vais commencer simple. On a un tempo qui est modéré. On a des mesures binaires, donc toujours du 4 temps. Les mesures binaires, enfin le rythmique en 4 temps, on va le retrouver vers la deuxième partie du morceau quand la batterie va arriver. Au départ, on a juste une intro assez longue d'ailleurs, avec une basse qui est jouée dans les graves aussi, bien dans les graves, une basse électronique. Alors, pour ce côté-là, je pourrais pas savoir si c'est une basse acoustique, enfin électro-acoustique, donc jouée sur ampli, ou une basse qu'on a jouée, qu'on a rentrée via la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Je sais pas. Pour mon avis, ce serait plus une basse analogique. Donc voilà, vraiment, on a des synthés aujourd'hui, des gros synthés où on peut jouer des notes, enfin des basses ou du piano, n'importe quoi. Et on a des petits boutons, des petits curseurs, on peut tout changer, faire du son nous-mêmes, on peut créer notre propre son. Je pense que c'est l'idée qu'ils ont empruntée. Voilà, peut-être. Hein. Donc voilà, cette intro assez longue, sur la même note, on est sur du Do mineur. Donc voilà, Do mineur, je l'ai dit, encore cliché, mineur, triste, la peur, le côté sombre.
ça marche bien forcément. Alors ce morceau, il est représentatif du côté assez stressant et pesant, puisque pendant 4 minutes, on a un seul accord. Et ça, c'est pesant, ça fait mal au crâne limite. Dans tous les autres morceaux que j'ai parlé avant, on a plusieurs accords, on a des évolutions. Là, c'est un seul accord, c'est du do mineur et ça ne bouge pas. Et ce qui est intéressant, c'est pendant tout le morceau, on a donc des crescendo, donc on a le volume qui va augmenter petit à petit. Et on va se dire à ce moment-là, ça y est, il va se passer quelque chose, on va passer peut-être sur du ré mineur, pourquoi pas. Et non, c'est du do mineur et c'est affreux. Mais ça marche, ça représente bien le film pour le coup. Donc ça, assez bien trouvé et c'est limite culotté, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas facile de composer une musique sur un seul accord. Il faut quand même trouver qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on va rajouter un instrument? Est-ce qu'on va rajouter quelques notes qui sont dans l'accord? Bon. Donc voilà, un seul accord, do mineur, ça marche très bien. On a une musique assez électronique, pour le coup. C'est assez original pour un film fantastique horreur. Puisque dans la deuxième partie, on va avoir une entrée une grosse caisse. Donc ça, c'est joué sur la batterie. On va avoir une grosse caisse sur tous les temps. Ça va taper. Et on va avoir envie, pas de danser, parce que c'est pas assez rapide comme tempo, mais on a envie de hocher la tête comme ça. Et c'est original, en fin de compte, j'ai envie de dire. On a un film fantastique, on va foutre une musique électronique. En même temps, ça marche puisque le son est électronifié de A à Z. On a une basse électronique, on a un son de grosse caisse qui est, à mon avis, bien travaillé pour, pareil, l'électronifier à fond. C'est pas une grosse caisse qui résonne, boum, comme un gros tambour. Là, c'est sec, ça bouge pas. C'est culotté, encore une fois. Et puis voilà, le côté électro va aussi être apporté avec un arpeggiator qu'on va encore retrouver. Je parle beaucoup d'arpeggiator, mais pour moi, c'est ce qui marche le mieux dans les films parce que si on a un arpeggiator qui est lent, on va avoir. C'est imagé, comme je l'ai dit, le chant des oiseaux, on peut imaginer un train qui est en marche, alors que si on a un arpeggiator qui est assez rapide, on va imaginer Tom Cruise en train de courir, on va imaginer des avions de chasse, on peut imaginer plein de choses. Là, on a un arpeggiator qui est assez lent, et justement qui est sur plusieurs notes à la fois, mais c'est les mêmes notes, je crois. Là, c'est pas comme au début sur Wistreham, si je dis pas de bêtises, où on a un arpeggiator avec des notes qui sont jouées au hasard. Là, c'est les mêmes notes pendant tout le morceau. Et là aussi, c'est pesant. On n'a pas de changement de notes, c'est toujours la même chose. Mais ça fonctionne, c'est tellement bien trouvé d'avoir un accord et que des mêmes notes. Ce qui va faire évoluer le morceau, c'est justement l'entrée d'instruments un à la fois. On commence par la basse, on va suivre par l'arpeggiator, on va suivre par la grosse caisse, donc la batterie, les percussions. Donc voilà, l'arpeggiator et la grosse caisse va permettre de trouver les temps forts, justement. On retrouve quand même le tempo grâce à la basse, mais là, dès que la grosse caisse rentre, ça y est, là, on a le tempo qui est imposé, et ça bouge pas, c'est droit. Là, c'est pas du tout humanisé, c'est pas des humains qui jouent. Alors peut-être pour la basse, mais ça, voilà, je n'ai pas la réponse à ça, mais on sent qu'ils sont passés quand même par un logiciel sur des ordinateurs pour avoir un tempo qui est droit. Aujourd'hui, on peut ce qu'on appelle quantifier. Tu demandes un tempo, du 120 BPM, du 135, du 90. Quand tu le fais valider, le tempo, il bougera pas. C'est calculé, c'est des ordinateurs. Et là, pareil, on respire pas. C'est le même tempo pendant tout le morceau. Les mêmes accords, c'est beaucoup trop pesant et ça donne mal au crâne. Mais bon, ça le donne pas quand même. Voilà, tout est bien trouvé. Donc voilà, pour moi, encore une fois, ça représente, c'est imagé, c'est super imagé. On comprend tout de suite que on n'est pas dans le film Les Vedettes, par exemple. C'est super important. On va pas mettre la musique des vedettes dans un Christopher Nolan. Voilà. Là, encore une fois, on a du John et du Cody Carpenter. Ça marche, c'est pesant. Le film est assez pesant. Je l'ai pas vu, mais voilà. Bref. Et puis on a ce Charleston, donc ça c'est une cymbale en fait, ce qu'on appelle les hi-hats, souvent c'est le terme le plus connu. C'est une cymbale qu'on va jouer à la batterie, qui va jouer en contretemps. Alors contretemps, on a un tempo, et le contretemps c'est...
C'est pas sur le temps fort. Et ça, c'est assez caractéristique de l'électronique. L'électronique, si on a une grosse caisse, un charlet, c'est ce qui va donner le côté assez dansant. Là, c'est ce qui est représenté, mais vu que c'est un tempo lent, voilà, on n'est pas dans du dance floor, on va pas mettre ça en boîte de nuit, hein, forcément. Et on a ce petit hi-hat qui arrive nulle part, comme ça, et bah, ça fonctionne, encore une fois. C'est rare aujourd'hui d'avoir vraiment une batterie dans une musique de film, enfin, tout dépend du film. Si c'est un film qui va parler d'un groupe de rock, forcément, logique qu'on ait une batterie. Mais dans un film comme ça, où la musique n'est pas forcément le plus mis en avant, bah, c'est plutôt pas mal aussi de garder j'aurais pu dire un instrument acoustique, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout d'acoustique dans ce morceau. Là, c'est pareil, c'est une batterie qui est faite sur MAO, sur ordinateur. Voilà, c'est des sons qu'on va chercher de grosses caisses, c'est des sons de Charleston qu'on va travailler en contretemps. Mais voilà, c'est assez original. C'est ce qui va aussi permettre de respirer, peut-être, vu que c'est souvent même accord, même note. On se dit, on a autre chose à écouter que cette basse qui joue la même chose. Là, ça y est, on a une batterie. Bon, pour moi, ça fonctionne, hein, encore une fois. Et puis voilà, on a cette partie, donc batterie, et on a un nouvel arpégiateur qui va venir remplacer le premier, et qui va jouer d'autres notes, qui ne seront pas jouées au hasard d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais on a un nouvel arpégiateur. On respire peut-être un peu plus, en tout cas le morceau évolue. Parce qu'un morceau qui évolue pas, ça peut le faire, mais du coup on va plus être concentré sur la musique et puis on va pas retenir que du positif. Donc un arpégiateur, un crescendo. Là les instruments vont jouer de plus en plus fort, de plus en plus tendus. Et d'ailleurs, ça me revient, il y a des bruits dans ce morceau. C'est important aussi le bruit dans les films. Par exemple, avec les instruments, on peut faire des tonnes de choses. Avec un violon, on peut faire des bruits, on peut faire des bruits super stridents. Pareil, ça peut représenter des objets. Là, dans ce film, on va avoir des bruits et des notes, ce qu'on appelle atonales, donc tout simplement pas tonales, qui ne font pas partie de la gamme utilisée. Là, j'avais dit, c'est du do mineur. Atonal, on va jouer une note qui n'est pas dans la gamme de do. Et ça, justement, c'est souvent utilisé dans les films horrifiques, pas trop fantastique. Enfin, en tout cas, j'ai pas de musique comme ça qui me vient en tête. Mais on a ces sons, ces bruits atonales. Et bah, ça fait mal aux oreilles un petit peu. Pas à cause du volume, mais parce que voilà, c'est tendu. On a deux notes qui frottent comme ça. On respire pas du tout en fait. Même si j'ai dit que l'arpégiateur venait, peut-être le nouvel arpégiateur venait nous donner une sensation de respiration, on a ces notes qui vont arriver, qui sont super stridentes, mais c'est utilisé voilà, dans beaucoup de films de ce genre, et ça marche. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. C'est pour moi une musique imagée, et c'est super bien d'avoir eu le culot de jouer sur un seul accord. C'est assez rare, mais c'est osé, ça marche, tout simplement. Et puis on a cette guitare électrique qui arrive de nulle part à la fin. Bon, pourquoi pas. Pareil, une guitare électrique avec un son assez brut d'ailleurs. Ils sont allés chercher du crunchy. C'est une guitare voilà, qui arrive de nulle part. Elle joue quelques notes. Pareil, elle va pas faire de tapping. C'est pas un solo de guitare, elle va pas prendre la place dans le morceau, mais elle a trouvé sa place, elle est là. Pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs, ça peut donner des nouvelles images. J'en ai pas trouvé. J'étais beaucoup trop concentré sur cet accord qui reste et qui donne voilà, ce côté tendu. Mais cette guitare, pareil, on donne une batterie, on donne une guitare. On rentre dans un milieu rock. Cliché, encore une fois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est culotté, encore une fois, mais qui marche. C'est pourquoi je l'ai mis dans mon top 2. Mon top 1, novembre, la BO composée par Guillaume Roussel. Bah, tout simplement, je l'ai adoré. Alors peut-être que je vais en parler de manière... En fait, c'est un choix juste par mes goûts musicaux. Parce que c'est celle qui respecte le moins les termes, enfin les codes des musiques de films. Je vais m'expliquer. Mais elle me fait penser... Elle fait penser à plusieurs musiques de films. Elle est très imagée quand même, je vais me contredire, elle est imagée, mais voilà, il y a quand même des codes dans cette musique qui sont pas forcément respectés. Enfin, après, il n'y a pas des lois, hein.
mais peut-être le son, les instruments utilisés. Je vais en venir. On a un tempo modéré, donc voilà, c'est calme. Mesure binaire, encore une fois, du 4 temps. On est en fa mineur, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, on a un tempo modéré, mais sans pour autant avoir un tempo modéré. On a un arpeggiator qui joue avec énergie. Double croche encore. Et ça, je trouve ça génial de se dire, tiens, ce morceau va être rapide, et quand on va le compter, bah c'est lent. Enfin, c'est lent, ça va. On n'est pas pressé. Et c'est ce qui marche dans le rythme d'une musique, avoir quelque chose de rythmique, rapide, et quand on va le compter, ça va être assez... c'est un contraste en fait. Et c'est ce qui marche aussi dans les films. On peut avoir une musique très lente et avoir un film épique. Ça peut marcher. Tout dépend des choix faits dans les instruments, dans la tonalité qu'on va utiliser, dans le son, dans les bruits. Donc voilà, on a un tempo modéré. On a une intro avec un arpeggiator. Alors cet arpeggiator m'a tout de suite fait penser à la musique The Son of Lynn dans Tron Legacy, donc par Daft Punk. Je sais pas du plagiat, non, c'est pas du plagiat, clairement pas. Mais ça se ressemble beaucoup. L'instrument est quasiment le même, les notes sont quasiment les mêmes, le mode de jeu est quasiment le même. Mais ça, qu'est-ce que c'est beau, moi j'adore. C'est un arpeggiator qui fonctionne vraiment bien. Il est rapide, il y a 4 accords si je dis pas de bêtises, mais ça respire, c'est énergique. Pareil, il y a encore un contraste, mais ça marche. C'est une intro qui peut rester en tête, je pense. Alors que pourtant, un arpeggiator qui est rythmé, c'est dur de retenir toutes les notes qui sont jouées. Pourtant, on va quand même faire chantonner un semblant de cet arpeggiator. Donc voilà, pour moi, c'est une intro. Ça annonce tout de suite le caractère du morceau qu'on va avoir. Il n'y a pas des nappes qui arrivent doucement, là, c'est arpeggiator. Ça commence tout de suite, c'est net, c'est droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est les voix. On a enfin des voix dans une musique. Ça fait plaisir, il n'y en a pas beaucoup. On a des voix relativement aiguës, qui vont pas faire des notes comme des Castafiore. Là, c'est des voix qui vont chanter ce qu'on appelle... je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais dire les notes principales des accords. Donc voilà, ce qui va permettre de donner un peu le caractère... Comment je pourrais dire ça? Oui, le caractère, la couleur du morceau. On a des voix chantées, mais c'est assez calme, c'est chantonné et très imagé parce que on dirait que c'est des voix qui étouffent. Il y a une espèce d'étouffement. On ne sait pas si elle inspire ou si elle expire. Mais c'est assez bien trouvé, je trouve, d'utiliser ce choix de voix en tout cas. Des voix aiguës, relativement des voix de femmes. On n'a pas trop de voix graves. Bon, pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Donc voilà, ces voix. Et on a d'un coup cette espèce de synthé qui arrive, qui pète dans tous les sens, avec un son super brut, super baveux limite. Mais c'est du Daft Punk, c'est pas possible. S'ils étaient là, c'est pas possible. Arpeggiator, synthé, donc ouais, c'est méchant de dire c'est du Daft Punk parce que c'est du Guillaume Roussel. En tout cas, je pense que Guillaume Roussel a peut-être voulu s'inspirer. En tout cas, il a très bien respecté parce que ça marche super bien, je trouve. Ce son de synthé, on a l'impression en fait qu'il y en a plusieurs, que c'est super chargé, alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un choix. Hein, pour moi, c'est respecté. On a un morceau qui est structuré. On a une intro, une première partie. On a un pont. Ce pont va permettre de calmer un peu tout ce qui se passe. On a beaucoup d'infos quand même. L'arpeggiator arrive, il est rapide. On a le synthé qui arrive, il est assez fort, il est baveux.
ça peut donner trop d'infos d'un coup. Et on a ce pont qui arrive où ça devient assez calme. Euh, Arrêt de l'arpégiator, donc plus d'arpégiator. On a des percussions, grosses caisses claires peut-être, mais qui sont vachement travaillées au niveau du son. Elles sont étouffées. Il n'y a pas un son sec. Là, elles sont de loin. On dirait qu'elles sont étouffées. Voilà, ça permet de pas trop en mettre d'un coup parce que le synthé est super percussif. C'est pas un petit piano là, c'est des notes qui arrivent, ça, un marteau-piqueur limite. Donc voilà, on a cette petite percussion, l'arrêt de l'arpégiator, un pont, et puis on a pendant ce pont ces voix qui reviennent, et on a une chorale aussi derrière, relativement des voix aiguës. On n'a pratiquement pas de voix grave, c'est des voix aiguës, mais ça fait du bien parce que le synthé est relativement joué dans les graves, et on a pour moi ce question-réponse entre les voix aiguës et l'arpégiator qui est joué aussi dans les notes aiguës. J'ai trouvé ça voilà, intéressant, surtout quand on l'écoute au casque. On a un arpégiator dans l'oreille droite et les voix qui sont un peu plus à gauche, on les retrouve à droite aussi. Et voilà, ça peut donner une espèce de question-réponse, de contraste. Est-ce qu'on a voulu imiter avec l'arpégiator les voix? Je sais pas, peut-être. Et on a ce truc particulier, c'est qu'il n'y a pas trop de thème dans ce morceau. On n'a pas une mélodie en fait qui revient au début, qui revient à la fin, qui évolue. En fait, quand on écoute ce morceau, c'est pas celui qu'on va retenir le plus dans la tête. Et pourtant, c'est important d'avoir un thème justement qui revient. Mais le thème pour moi, ça va être les voix qui vont revenir souvent dans le morceau et surtout dans ce pont où on a ces voix qui ont du mal à respirer. Et à la fin du pont, on va avoir un accord qui va arriver de nulle part, qui n'était pas joué au début, et qui va permettre de respirer. Et là, ça y est, on a la deuxième partie, on remet l'arpégiator, on remet les percussions, c'est pas épique, mais voilà, ça joue, tout est présent. Et pour autant, il n'y a pas de thème, quoi. Mais c'est pas plus mal, puisque ce qu'on va retenir, c'est peut-être les voix, c'est l'arpégiator qu'on a au début, c'est les accords. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 1, tout simplement, il n'y a pas de respect des codes, il n'y a pas de thème, pourtant c'est une musique qui est structurée avec beaucoup d'infos, mais qui est imagée sans avoir vu le film, encore une fois. Je me suis imaginé des courses-poursuites, je me suis imaginé des banlieues à Paris. Bon, voilà, c'est des images qui me viennent, mais c'est super important dans une musique de film. Donc voilà, pour moi, top 1, c'est une très belle musique. Il y a quelques références à Daft Punk, ou pas, en tout cas à mon sens. Donc allez l'écouter et allez voir Novembre surtout. Je suis de retour. C'était passionnant, Guillaume. Merci. Je sais pas si vous avez trouvé ça passionnant, mais moi j'étais juste à côté, j'étais en train de m'occuper de la caméra. C'était passionnant. Ça t'a plu comme exercice? Bah très bien, je pense que j'ai parlé un peu longtemps. Ah bah oui, là tu as les vrais laborieux de la chaîne qui sont là avec nous. Hein. Non, mais en même temps, je m'en doutais parce que c'est ta première fois sur cet exercice-là, c'est toujours un peu compliqué parce que, mine de rien, Guillaume, c'est la première fois qu'il est tout seul face à la caméra en train de parler. Donc c'est un exercice qui est hyper compliqué et je trouve franchement que tu t'en es bien sorti. Ouais. Non, chapeau. Prêt à retenter l'expérience l'année prochaine? Bah avec plaisir. Ok. Et bah vas-y, on fait ça. On donne rendez-vous aux gens l'année prochaine. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour continuer cette semaine de top et de flop. Je te remercie encore une fois, Guillaume, d'y avoir participé. Bah, merci à toi pour Ça fait un l'invitation. plaisir de t'avoir ici. Et puis, à demain pour ceux qui seront encore là.